Voici ce qui reste des installations de CKTV, CCTV et Radio Liberté émettant à Kinshasa. Des journalistes assis à même les sols, visages graves, tous hébétés de voir leur bâtiment partir en fumée. Selon les témoins, tout est parti aux environs de 12 heures en pleine journée que le feu s'est déclaré au premier et deuxième étage de cet immeuble. Cet incendie a tout ravagé sur son passage. Les chefs des services radio Jean-Médard Liosso déplorent les retards pris par les services anti-incendie pour intervenir. Le feu, c'est vraiment progressé. Et tout de suite là, c'est tous les studios qui étaient en feu et puis la régie TV à côté également qui a pris feu. Donc on ne sait pas dire avec beaucoup d'exactitude, est-ce que c'est un problème électrique, est-ce que c'est un problème de court-circuit, ce que nous pouvons déplorer. L'incendie s'est passé, nous sommes à 2 pas de l'hôtel de ville, à 2 pas du siège même de sapeurs-pompiers. On a appelé, mais il a fallu attendre 40 minutes, 50 minutes après pour qu'ils puissent débarquer sur le terrain. Si les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, le DG des Canal Kin revient sur les faits. Pour l'instant, je ne saurais dire exactement, mais est-il que nous avons connu de problèmes de coupure intempestive du courant ce matin encore, pendant qu'on mettait le courant parti autour. Selon certains techniciens témoins, ils ont dit que ça partirait des installations électriques. Nous arrêtons momentanément, nous avons une réunion tout à l'heure pour évaluer dans quelles conditions on peut démarrer un fisc au minimum. Pour rappel, c'est la deuxième fois que ces bâtiments abritant ces chaînes et radios soient court-circuités par un incendie. Isidore Vumba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville et président du Forum des parlements de la CIRGEL, est en tournée de travail dans les pays de cette région. À Kinshasa, il a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Janine Mabunda Lioko. L'insécurité qui perdure dans la partie est de la RDC est une préoccupation première de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Nous sommes les 2 capitales les plus rapprochées du monde. Lorsque la RDC éternue, le Congo de l'autre côté, tous. C'est pourquoi le président Denis Sassou Nguesso, qui est, comme vous le savez, le président d'exercice de la communauté de la CIRGEL, suit avec beaucoup d'attention, ne ménage pas son temps pour suivre la situation dans la sous-région en matière de sécurité, en matière de politique. Et aux côtés de M. le Président Tshisekedi, ils font un travail remarquable. Et je tenais à dire ça à Madame la Présidente. La sagesse a prévalu. Nous avons tenu à féliciter Madame la Présidente, la brave Mabunda. Bien avant, le président du Forum des parlements de la CIRGEL, Isidore Vumba, a été reçu au Sénat par le président, l'honorable Alexis Thombo Mwamba. Les 2 personnalités ont planché sur les actions qu'il faille mener pour stabiliser la région des Grands Lacs. Au Burundi, où les choses s'arrangent, bientôt les élections présidentielles, en RCA, où un accord a été trouvé, un gouvernement d'union nationale va se mettre en place. Au Soudan, où nous avons eu très peur, et finalement, là aussi, il y a eu un bel atterrissage. Et souhaiter ici que ce qui se passe à l'Est, je fais allusion tout de suite à l'épidémie d'Ebola. Le président Sassou Nguesso a pris l'initiative de faire de cette terrible maladie une urgence internationale. Là aussi, je souhaite au peuple courageux de ce pays de mutualiser leurs énergies, leurs efforts pour que nous sortions de cette situation pénible. Rappelons qu'à son arrivée au Bichingobila, cet hôte de marque du Parlement congolais a été accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound. Les 8 commissions permanentes du Sénat ont été mises en place au cours de la séance plénière de la Chambre haute du Parlement présidée par l'honorable Alexis Thombo Mwamba. C'était l'unique point à l'ordre du jour de la séance plénière de ce lundi 28 octobre 2019. Occasion pour les rapporteurs, l'honorable Kaumba, de spécifier les différentes commissions permanentes qui sont des organes techniques chargés d'examiner les questions relevant de leur attribution. Commission politique, administrative, juridique et droits humains. 13 membres. Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées. 13 membres. Commission économique, financière et de la bonne gouvernance. 18 membres. Commission des relations extérieures. 13 membres. Commission socioculturelle, genre, famille et enfants. 14 membres.
Commission Défense, Sécurité et Frontières, 11 membres. L'équilibre géopolitique doit être de stricte application dans la mise en place des membres des différentes commissions, a martelé le président du Sénat. Le bureau négociera pour l'attribution des commissions devant revenir à chacune des forces politiques présentes au Sénat. Les 8 présidents des commissions permanentes pourraient provenir des 8 provinces différentes dans la configuration de l'époque de 11 provinces. Il a invité ces derniers à déposer leur candidature pour les bureaux des différentes commissions. Par motion d'information, l'honorable Didier Moumengi a annoncé la publication de son ouvrage « Manifeste pour un Sénat nouveau », un livre qui va apporter la lumière dans cette deuxième institution de la République. Avant cette plénière, le président du Sénat, Alexis Tambou Mwamba, a reçu le gouverneur du Maniema. Maître Moussa Firi a plaidé pour l'assistance humanitaire aux victimes de l'éboulement des Campénés. Toujours à l'écoute du Congo profond, le chef du gouvernement démarre sa journée ce lundi 28 octobre avec le caucus des élus du Kasaï oriental. Conduit par l'honorable Joseph Mukendi, les représentants du peuple ont soumis au professeur Ilunga Ilunkamba la question de pénurie de maïs, le besoin en infrastructure et annoncé l'organisation de la conférence sur le développement du Kasaï oriental. Ils ont également dénoncé la société Sassim qui exploite le diamant. Depuis que la SACIM a été créée jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Le samedi passé, il a été finalement ouvert le barrage de Tubitubidi. C'est-à-dire c'est pour essayer d'électrifier la zone. Mais la précision que nous voulons faire, c'est celle-ci. Le barrage veut qu'on puisse emmener l'électricité au niveau de Mbujimaï. Nous, élus de Miabi, en tout cas, nous avons opté pour le fait que, avant d'emmener l'électricité au niveau de Mbujimaï, il serait aussi important que nous puissions électrifier le territoire de Miabi, pour éviter des frustrations. La victoire sur Ebola ne fait l'ombre d'aucun doute. Comment gérer la période post-Ebola? Question abordée au cours de cet entretien du Premier ministre avec le coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à l'épidémie Ebola, David Grisley. Maintenant, nous avons les ressources nécessaires pour faire face à cette épidémie. Deuxièmement, les ressources humaines sont sur le terrain, et surtout sur le côté congolais. Et on a vu un bon résultat, je crois, jusqu'à maintenant. Les zones autour de Beni Butembo sont plus ou moins nettoyées de ce virus. Le virus se trouve maintenant, et c'est un peu coincé dans les territoires de Mombasa. David Grisley dit avoir reçu des orientations nécessaires du chef du gouvernement pour une meilleure organisation du travail sur le terrain. Présenter et solliciter l'appui du gouvernement congolais pour la finalisation du projet d'addition d'eau dans les territoires de Fizi au sud Kivu, s'enquérir des priorités du gouvernement afin d'orienter ses interventions dans le cadre de sa stratégie pays pour les 5 prochaines années. Tel est l'objectif de la mission officielle de la délégation de hauts responsables d'Oxfam, Allemagne, Solidarité Belgique, Région Afrique en République démocratique du Congo. C'est sous la présidence de la vice-première ministre du Plan Élisée Mounemboué, que cette délégation a échangé avec les membres du gouvernement sur cette question d'intérêt communautaire. Occasion pour la chef de la délégation, Corinne Dao, directrice pays d'Oxfam, d'exprimer la reconnaissance de la Confédération Oxfam au gouvernement congolais et réaffirmer l'engagement inconditionnel à œuvrer pour le bien-être des populations congolaises. Dans sa charge de planifier et programmer la politique du développement économique et social de la RDC, la vice-première ministre, ministre du Plan, a fait savoir à ses hôtes que cette mission d'Oxfam en RDC tombe à point dans la mesure où elle se tient au moment où le gouvernement s'attelle à finaliser d'ici fin de cette année son plan national stratégique de développement qui permettra à tous les partenaires au développement, dont Oxfam, de s'aligner sur les priorités nationales. Concernant le projet Fizi Baraka, le gouvernement s'engage déjà à accompagner Oxfam dans sa finalisation.
Elle est très engagée à finir totalement avec les mouvements de grève devenus récurrents chez les travailleurs des Indo-Pakistanais. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilungankulu, veut, dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, remettre de l'ordre dans le secteur des sociétés privées de placement et de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Ce lundi 28 octobre 2019, elle a annoncé lors d'une grande rencontre la mise sur pied d'une commission ad hoc qu'elle présidera elle-même pour analyser les contours de toutes les revendications des employés du secteur du commerce dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en la matière. La mise sur pied d'une commission avec pour mission notamment identifier les services privés de placement ainsi que les sociétés de sous-traitance œuvrant dans le secteur du commerce. Vérifier si les travailleurs utilisés par ces services et placés au sein des entreprises utilisatrices ont des contrats de travail, sont déclarés à la CNSS pour leur protection sociale conformément à l'article 10 de l'arrêté sus évoqué. Ne voulant pas brûler les étapes établies de ses prédécesseurs, la patronne de l'emploi a rappelé le prescrit de l'arrêté du 8 octobre 2015, modifiant et complétant celui du 18 septembre, fixant les conditions d'ouverture, d'agrément et de fonctionnement des sociétés privées de placement œuvrant dans le secteur du commerce. D'importantes communications ont été faites allant jusqu'à la convocation du Conseil national du travail. Pour la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le dialogue social reste l'un des piliers de la fondation de cette concertation tripartite. Des obsèques dignes aux victimes de l'accident survenu au niveau d'Mbanzangungu la nuit du 19 au 20 octobre dernier. Le gouvernement va s'impliquer et pour que ces obsèques se passent dans de bonnes conditions, souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur son instruction, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, a présidé une réunion interministérielle ce samedi 26 octobre, tard dans la soirée. C'était pour examiner comment trouver des voies et moyens pour un enterrement digne de ces Congolais victimes de cet accident meurtrier de Mbanzangungu. Le chef de l'État avait demandé qu'on fasse des funérailles dignes pour leur enterrement. C'est pour ces raisons qu'on s'est concerté pour voir les modalités pratiques de leur enterrement. On va arrêter certaines dispositions qui seront communiquées plus tard. Ce qui est vrai est que on met tout en place pour ramener les corps afin qu'ils soient inhumés avec dignité. On prépare à cette réunion le ministre de l'Environnement, des Actions humanitaires, des Transports, des Affaires sociales, le vice-ministre de Finances et la police nationale congolaise. Une mission onusienne de la recherche de vérité sur l'assassinat de deux experts onusiens a pris langue ce lundi 28 octobre 2019 avec le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Emengo Imokenalusa Diesse, en compagnie de l'auditeur général de FARDC, le lieutenant général Timothée Mukutu Kiyana. Selon les hauts fonctionnaires des Nations Unies, Robert Petit, chef de cette mission onusienne mandaté à la haute cour militaire pour le procès irrélatif, sa mission est à la rencontre depuis quelque temps des interlocuteurs valables dans le mécanisme dont le chef de défense pour leur expliquer son mandat et le désir renouvelé d'assistance et d'appui de la mission à la haute cour militaire. Dans l'établissement de la vérité par rapport à l'assassinat des deux experts onusiens et présumément des 4 accompagnateurs congolais. Le ministre s'est dit favorable, affirme-t-il, à cette préoccupation onusienne quant à l'appui du gouvernement au déploiement et à l'assistance onusienne. À la juridiction compétente qui est congolaise, nous ne sommes là que pour l'appuyer, pour lui donner conseil, mais le ministre a renouvelé que cet appui, ce conseil-là, était toujours désiré par le gouvernement. Robert Petit s'est dit aussi satisfait du déroulement du procès en 2 ans. Nous avons des experts sur place qui fournissent une assistance directe au parquet militaire et nous continuerons donc à les assister, à répondre à leur demande d'assistance. À cette étape du procès, la coopération est effective, rassure-t-il. Les procès démontrent que l'enquête avance bien jusque-là. Les choses bougent dans la bonne direction après la tenue réussie de la conférence internationale sur la paix et les investissements tenue à marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il n'y a pas de temps à perdre pour les coordonnateurs du comité exécutif du mécanisme national de suivi de la COCAD, Claude Ibalanki. Chaque minute qui passe, le patron du MNS scrute son agenda pour faire avancer les processus de paix en République démocratique du Congo. La conférence internationale sur la paix et les investissements en RDC et dans la région des Grands Lacs
produit donc des effets attendus par le peuple congolais. Donnant suite au mémorandum d'entente signé le 27 septembre à New York, une délégation de l'entreprise chinoise Jiangsu Golden Coast Construction, conduite par Song Aokin, a échangé ce lundi 28 octobre 2019 avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de la COCAD d'Addis Abeba. Cette entreprise entend appuyer les efforts de pacification de la République démocratique du Congo pour des investissements privés dans les domaines des infrastructures routières et énergétiques. Dans le cadre de consolider la paix en RDC, aujourd'hui nous sommes venus sur l'invitation du coordonnateur du mécanisme d'accord d'Addis Abeba pour pouvoir apporter les solutions à travers les différentes compagnies qui vont venir investir, c'est-à-dire garantir la pérennisation de la paix à travers les investissements. Invité à Shanghai par ses hôtes pour la poursuite des discussions, les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de la COCAD leur a promis de désigner un point focal pour raffermir les relations avec des partenaires étrangers. Nous sommes dans la concrétisation de la vision du chef de l'État pour la pacification de l'Est du Congo. Et comme vous savez, pour pérenniser la paix, il faut qu'il y ait les développements. Pour qu'il y ait les développements, il faut qu'il y ait des investissements. Donc ici, c'est la suite de la réunion que nous avions eue à New York, où nous avons présenté la feuille de route pour la pacification de l'Est du Congo. Et pour passer à la vitesse supérieure, les amis nous ont rendu visite pour commencer à concrétiser nos discussions. Pour les patrons du MNS, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient rapidement au retour de la paix sur l'ensemble du pays. Cette importante activité génératrice des revenus pour les trésors publics débutera ce 1er novembre 2019. Akasia Bandoubola a donné les go de cette mission de contrôle le lundi 28 octobre 2019 au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement lors de la séance de travail organisée à l'intention de tous les chefs d'équipe de cette opération. Le numéro 1 de l'économie nationale a profité de cette occasion pour avoir un échange franc et sincère avec ses inspecteurs, notamment sur les attentes du gouvernement concernant ces contrôles économiques. D'entrée de jeu, elle a rappelé aux inspecteurs leur mission, c'est de vérifier notamment si les prix sur les marchés sont conformes au texte, démoraliser les opérateurs économiques sur le respect des dispositions légales et réglementaires en matière économique et de jauger les activités économiques dans les pays. Les inspecteurs devront par ailleurs s'assurer que les opérateurs économiques ont bel et bien transmis au ministère de l'économie leur structure des prix avec toutes les pièces justificatives y afférentes pour un contrôle a posteriori. Ceux qui n'ont pas respecté toutes ces dispositions seront soumis à des sanctions. La ministre des tutelles a, au cours de ces échanges, souligné que les prix des biens et des services sont fixés librement par ceux qui en ont l'offre, mais les opérateurs économiques sont tenus d'informer les ministères de tutelle afin que tout se passe dans le respect des textes. Dans cette même lancée, Didier Okito, vice-ministre de l'économie, a demandé aux agents de terrain de considérer les opérateurs économiques comme les partenaires et non comme des ennemis. Ici, de noter que l'objectif du contrôle économique est entre autres de veiller au bon fonctionnement du marché afin de garantir l'équilibre entre l'offre et la demande. La Chine et la République démocratique du Congo maintiennent toujours une relation traditionnelle et amicale. Voilà qui justifie ce don d'une trentaine d'ordinateurs portables et de milliers de manuels scolaires. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la Chine en République démocratique du Congo dans le cadre du processus de la gratuité de l'enseignement des bases. C'est pour moi à la fois un privilège et une grande joie, un grand plaisir de venir dans cette prestigieuse école qui fait parler d'elle. Ce matériel permettra aux élèves de 7e et 8e année du lycée Kabamba d'avoir l'accès aux connaissances en matière d'informatique et des sciences en vue de s'adapter aux vagues de la modernisation et de la globalisation. Puisque nous sommes au secondaire, le président de la République, chef de l'État, qui tient à l'éducation et à la formation de nos enfants, nous a instruit les frais de motivation des enseignants par les parents
soient supprimés les frais de scolarité qui seront bientôt fixés pour que les gouverneurs ne fixent pas des montants exorbitants qui ne peuvent pas dépasser 30 000 francs congolais. Les secteurs de l'éducation restent parmi les priorités de la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Situé à Duela, dans la commune de Maluku, le centre de formation vocationnelle permet de former plus de 200 jeunes en mécanique agricole, conducteurs et mécaniciens des engins agricoles. C'est depuis quelque temps que ce centre est aux arrêts suite au pillage commis par les riverains, pourtant premiers bénéficiaires de cette œuvre. Informé de la situation, le ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers est allé faire un état de lieu. Il a visité à tour de rôle la salle de formation d'atelier et l'entrepôt où sont stockés les différents outils et pièces de réchange. C'est un constat amer que fait John Tumba. Tout est à reconstruire. Le ministre de la Formation professionnelle promet de tout mettre en œuvre pour la réhabilitation de ce site selon les normes internationales. Nous devons construire les internats pour les apprenants, pour une capacité de 200 personnes. Nous devons augmenter le nombre de salles de formation. Nous allons développer la filière d'agro-business et nous allons montrer d'abord comment conduire les engins, le réparer, comment faire la conservation de ce qui est cultivé. Gabriel Nzaou, directeur et coordonnateur adjoint du centre, se dit flatté par la visite du ministre de la Formation professionnelle. Une fois réhabilité, selon lui, ce centre offrira plusieurs opportunités pour les jeunes. Son Excellence a pensé relancer les activités de ce centre. Il est venu lui-même en personne voir ce qu'on va faire dans peu de temps. Le ministre de la Formation professionnelle a reçu à tour de rôle l'ambassadeur sud-africain. Les échanges ont tourné autour de la coopération bilatérale entre les deux pays. La délégation canadienne de la société Espace RH est venue aussi offrir son expertise dans le volet management. C'était une matinée politique de mise au point. Le secrétaire général de l'UDPS devait éclairer la lanterne de ses militants. Ils sont venus par milliers des 4 fédérations de Kinshasa pour répondre à l'appel au siège du parti. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est livré aux militants avec sa rhétorique habituelle. L'UDPS est l'un des partis les plus disciplinés de la République. Le mot d'ordre, c'est à l'UDPS qu'on en a attendu pour la première fois avec les sphinx de Limité. Concernant la gratuité de l'enseignement, l'histoire est têtue. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'avait promise alors qu'il était encore candidat. Il est donc évident qu'on ne peut pas promettre ce qui existe déjà. Sur la question de l'impunité qu'on acquise les régimes actuels, la modestie nous exige, a dit le secrétaire général de l'UDPS, de reconnaître que la tâche est immense. Le président de la République est plus que déterminé à combattre ces fléaux. Il est de bonne loi de rappeler à certaines personnes qu'elles sont très mal placées pour parler de l'impunité. L'histoire récente de notre pays est pleine de mauvais exemples. Très rassurés par les discours du secrétaire général, les combattants se sont montrés très disposés à suivre la dynamique du parti. La seule directive présentement est le soutien sans faille au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le terrain, la mobilisation doit se poursuivre afin que chaque combattant où qui se trouve soit le premier porte-parole de l'UDPS. Le secrétaire général du parti a rassuré de la sérénité au sein du parti en dehors de quelques égarements qu'il a tout de suite recadrés. Alors qu'on les croyait condamnés à la clandestinité et la léthargie après la présidentielle dernière, les militantes et militants du PPRD de Lualaba sont sortis par milliers pour accueillir le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari dès l'entrée de la ville. C'est là qu'il a posé en présence des membres du bureau politique, du Conseil national et du comité exécutif national et provincial du Haut-Katanga, faisant partie de sa délégation, la première pierre des constructions du siège moderne du PPRD. Aussi, le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, a été annoncé pour sa rentrée politique au cours du meeting tenu à l'ancien siège du parti Noir des Mondes. L'occasion était également pour Emmanuel Ramazani Shadari de rappeler les rôles joués par les présidents nationaux
national du PPRD dans la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles sur les démembrements qui fait aujourd'hui du Lualaba une province à part entière. Avant Kolwezi, les secrétaires permanents du PPRD étaient arrivés à Fungurume, commune rurale du territoire des Lubudi dans la province du Lualaba, à 105 km du chef-lieu, où il a appelé les habitants de ces coins du pays à soutenir le gouvernement des coalitions dirigé par les premiers ministres Ilunga Ilunkamba, avant de marteler encore sur la gratuité de l'enseignement comme programme commun du gouvernement FCC Cash. Il s'y est de souligner qu'avant de quitter Fungurume, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, a remis un lot de médicaments au médecin directeur de la zone de santé de cette entité à la demande du responsable du territoire du PPRD. La gratuité de l'enseignement est bel et bien effective sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Mais le problème de kits scolaires se pose avec acuité. Ici, dans la commune de Kimbantseke, précisément au complexe scolaire Bongieta, un orphelinat qui s'occupe des enfants délaissés et abandonnés, Orange RDC a visité ses élèves dans le cadre de soutien et appui aux personnes vulnérables. Dans cette école, les élèves apprennent aussi la danse traditionnelle et le ballet. Orange RDC, cette compagnie de téléphonie mobile, n'est pas allée à Kimbantseke les bras ballants. Chaque élève a reçu un kit scolaire cartable avec cahier et stylo pour un bel épanouissement des enfants de ce quartier périphérique. Un geste salué à sa juste valeur par les responsables de cet établissement. Orange RDC, par l'entremise de Madame Madeleine Mundindi, directrice service client, s'est dit heureux d'offrir à ses enfants ce kit scolaire, une façon de contribuer aux visions du chef de l'État de voir la jeunesse de la RDC très émancipée. Au premier, Vital Kamerhe, président national de l'UNC, suivi de tous les ministres issus de l'Union pour la nation congolaise, dont celui de la communication et médias, David Jolinou Diouampové Samakelele. Accompagnés de hauts cadres et autres militants du parti, ils ont tenu à rendre un dernier hommage mérité à ces vaillants combattants de premier rang au sein de l'Union pour la nation congolaise. Très consterné, Vital Kamerhe a rassuré la famille de l'illustre disparu de la prise en charge totale de la veuve et des orphelins. Je n'ai pas l'habitude de parler souvent au deuil. Pour cet enfant, le rouge, lorsque j'atterrissais à Barumbu, c'est lui qui me recevait. Que ce soit le jour ou la nuit, il était toujours là. Cet enfant aimait vraiment le parti. Maman, c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui seul qui la répond. La vie, c'est un cadeau du ciel. Lorsqu'il décide de l'arracher, il faut seulement lui rendre grâce. Il n'y a pas grand-chose à faire. UNC, dans toutes circonstances, surtout des malheurs, il y a toujours l'unité. Nous sommes une famille. Ce qui peut arriver à l'autre peut aussi nous arriver. Nous devons continuer comme ça dans cette unité. Décédé à l'âge de 34 ans, Francis Bompate Djouma, communément appelé Rouge, était jusqu'alors le gardien du siège national de l'UNC. Il laisse derrière lui 3 enfants et une veuve.